18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Éric Ciotti, président des Républicains, est notre invité. Bonsoir, monsieur Ciotti. Merci d'être avec nous. Louis de Ragnel est à mes côtés, chef du service politique d'Europe 1 pour vous interroger. Saint-Brévin, la démission du maire de Saint-Brévin provoque vraiment une onde de choc dans le monde politique. Ce maire, dont le domicile a été incendié, vient de démissionner. Il dit qu'il est attaqué, qu'il ne supporte plus le climat de violence qui règne autour de lui. Tout cela parce qu'il soutenait l'implantation d'un centre d'accueil pour les réfugiés. D'abord sur la violence et puis après sur le problème qui est soulevé par ce centre. J'ai condamné dès ce matin cette violence, la violence qu'a subie cet élu de la République et qui l'a conduit à prendre cette décision. Un élu qui démissionne, c'est toujours un échec de la République, et un élu qui démissionne dans ces conditions, c'est naturellement une tâche dans notre République. Donc nous devons prendre en compte ce message. Il y a de plus en plus d'élus qui subissent, et c'est malheureusement le reflet de la violence qui gagne dans notre société, mais il y a de plus en plus d'élus qui sont victimes d'exactions, de violences, de menaces, de chantage. Il faut les protéger, il faut mieux les protéger. Et comment les protéger? Est-ce qu'on peut mettre un policier derrière chaque élu local ou pas, Éric? Il faut que la loi soit implacable. Voilà, la loi est implacable pour les élus. Il faut aussi qu'elle soit implacable pour ceux qui touchent à un élu, parce que toucher un élu, c'est quelque part toucher à la République. Il y a une instrumentalisation politique autour de la démission de ce maire, selon vous. On accuse l'extrême droite, l'extrême gauche. Est-ce qu'il faut peut-être rationaliser les choses un peu plus? En tout cas, moi, je crois qu'il faut que la justice aille au bout pour trouver, traquer, condamner ceux qui sont à l'origine de l'incendie de son véhicule, qui est un incendie criminel par nature. Il faut que la justice soit implacable. Il faut que les moyens soient faits pour protéger les élus. Pas un policier derrière chaque élu, mais que chaque fois qu'il y a un geste, un acte, qu'il ne soit pas banalisé, qu'il soit pris en compte et qu'il soit sanctionné. Est-ce que c'est acceptable, de quelque nature qu'il soit? Louis de Ragnel, que l'on soit menacé pour vouloir accueillir un centre d'accueil pour les réfugiés? Ah bah non, mais c'est la question en aucun cas. Ah pardon, excusez-moi. Oui, enfin, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a les moyens aussi de mettre un policier derrière chaque élu menacé? Parce qu'on le voit bien, il y a une solution de facilité qui consiste à dire faut mettre du bleu partout, il faut beaucoup plus de policiers partout, il faut mettre des policiers derrière des professeurs menacés, derrière des maires, et en fait on a l'impression que du coup ça évacue le fond du problème qui est pourquoi est-ce que la société en est arrivée là? Je vous ai répondu par anticipation à votre question. Non, on ne peut pas mettre un policier derrière les 35 800 maires de France, mais on doit sanctionner sans faiblesse, sans tremblement, sans hésitation, lourdement, ceux qui touchent à un élu de la République, comme ceux qui touchent à un uniforme de la République. Et vous savez que j'avais porté, et je porte en la matière, proposition de loi pour installer des peines planchers, et c'est une des propositions fortes de notre famille politique pour ceux qui touchent à un uniforme de la République. Et j'avais élargi ce dispositif aux élus, notamment parce qu'ils incarnent aussi la République. Donc il faut que la sanction, la réponse, voilà, c'est comme sur la violence du quotidien. La réponse, elle est dans la fermeté judiciaire. Juste si on revient sur le fond du sujet quand même, c'est la question de ces migrants et ces demandeurs d'asile qui se retrouvent dans cette petite commune de Vendée, 14 000 habitants, et en fait qui viennent de Calais. En 2016, la jungle de Calais est évacuée, donc c'est le ministre de l'Intérieur de l'époque qui décide cette évacuation. Et une commune comme ça, qui n'a rien demandé à personne, se retrouve un peu contrainte et forcée d'accueillir des migrants, des demandeurs d'asile. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité, non pas dans ce qui s'est passé à l'égard du maire, mais une responsabilité dans la gestion du problème? Il n'y a pas une responsabilité de l'État central? Parce que l'État se lave les mains, dit au maire, allez-y, récupérez, accueillez des demandeurs d'asile, en faisant semblant de régler le problème. Ce que vous dites, et j'entends l'argument, et je peux dire que je le partage, tend à légitimer l'acte criminel. Voilà. Donc, il faut dissocier les deux faits. Bien sûr. Rien ne peut justifier, rien ne peut excuser. On vous a entendu justement sur la dissociation. Justement, et c'est très clair. Mais votre discours étant à dire, bon, c'était grave, donc on excuse un peu ce qui s'est fait. Non, rien n'excuse. Mais si on revient au fond du sujet. On n'attaque pas de façon criminelle un élu ou quelques citoyens. Voilà. Après, la question migratoire,
Aujourd'hui, on est dans une faillite des politiques migratoires partout. On répartit parce qu'on accueille trop, on n'expulse pas. Voilà, c'est un sujet global. Et naturellement, le gouvernement doit changer de politique. Je crois qu'on va en parler ce soir. Mais n'associons pas les deux idées, parce que on dirait que parce que le gouvernement à prendre des mauvaises décisions, quelque part, la réaction, elle est légitime. Non, elle ne peut être comprise. L'immigration, vous avez décidé de déposer 2 textes au mois de juin. Ça a sans doute fait pression sur le gouvernement qui, du coup, a décidé de remettre... C'est déjà un premier résultat. Voilà, son texte de loi avant l'été, alors qu'il était décalé normalement à l'automne. Qu'est-ce que vous proposez exactement? D'abord, est-ce que c'est les LR qui, sans doute, ont provoqué ce revirement de la part du gouvernement? Et 2, qu'est-ce que vous proposez? Je le crois. Bon, là, on est dans une valse hésitation. Les jours pairs, il y a un texte. Les jours impairs, il n'y en a pas. C'est un gouvernement un peu alternatif en matière migratoire. Et pendant ce temps, la situation se dégrade. Je vous rappelle que ça fait presque 18 mois que M. Darmanin nous a annoncé un texte. Il n'est toujours pas au rendez-vous. On verra. Maintenant, on nous l'annonce en juillet avec un examen peut-être en octobre. Donc nous prenons nos responsabilités. Vous savez, moi, j'ai déjà travaillé sur ces textes dès 2012. On sait ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous proposez essentiellement alors ? Ce qu'il faut faire, et c'est le cœur du sujet. Aujourd'hui, tous les textes de loi classiques, ils peuvent être utiles, ils peuvent avoir des bonnes mesures, se trouvent contraints dans l'expression de la souveraineté par des normes supérieures. Par la Convention européenne des droits de l'homme, par des traités avec l'Algérie. On vote une loi, mais on nous dit, ah non, il y a une exception avec l'Algérie. Par exemple, sur le minimum vieillesse, l'ASPA, qui met souvent en colère les Français parce que quelqu'un qui vient de l'étranger va toucher le minimum vieillesse autour de 980 €. La loi dit, il y a 10 ans de résidence nécessaire. Mais il y a des exceptions, notamment dans des traités bilatéraux qui privent notre pays de leur souveraineté. Donc nous voulons dire, dans cette loi constitutionnelle que nous porterons et nous la déposerons au Sénat et à l'Assemblée nationale. Nous y travaillons avec le président Larcher, avec Bruno Retailleau, avec Olivier Marleix. Nous dirons... On sort de tous les traités ? Non. En matière migratoire, la Constitution va poser que la loi de la République prime sur toute norme de nature conventionnelle, sur tout traité, sur tout accord bilatéral. Ça veut dire quoi? Ça ne nous oblige pas de sortir de tous ces traités? Absolument pas, justement. On fera des exceptions précises, sur des sujets précis, et on va trouver une forme de bouclier qui redonne la souveraineté au peuple français. Le message, il est clair. Les Français doivent décider eux-mêmes, et ce n'est pas une cour européenne anonyme de leur politique migratoire. Ça veut dire qu'ils doivent décider qui on accueille, qui on souhaite accueillir, combien chaque année, et qui et comment on souhaite renvoyer vers leur pays d'origine ceux qui sont rentrés dans des conditions illégales, ceux qui ont commis des crimes et des délits parce qu'ils n'ont plus leur place sur le territoire de la République. Donc on veut redonner, et on aura des mesures très fortes qui n'auront jamais été aussi fortes, et je dis au gouvernement, à la majorité, ils n'ont qu'à nous suivre. On a une modification constitutionnelle par le biais de l'article 89 qui pourra être votée par le Sénat, qui pourra être votée par l'Assemblée nationale, et après, il reste à convoquer un référendum. C'est ce que je demande. D'accord, mais vous pensez que Gérald Darmanin, il y a des points de convergence, vous pouvez travailler avec lui, le gouvernement peut se plier à votre volonté, ou c'est pas l'inverse ? Nous verrons bien, mais c'est pas notre volonté, c'est la volonté des Français. Ils supportent plus de voir cette pression migratoire, j'oserais presque dire cette submersion migratoire. Quand on a accueilli l'année dernière, 2022, près de, on est à 480, 490 000 selon les décomptes étrangers en situation régulière, donc de façon légale. Je redonne les chiffres parce qu'on va avoir Libération qui va faire du fact-checking, voilà. Mais ils ont même reconnu que j'avais raison. Donc on a 327 000 titres de séjour, auxquels nous rajoutons 156 000 demandeurs d'asile qui sont rentrés en 2022 et auxquels nous rajoutons à peu près 20 000 mineurs non accompagnés,
terme pudique pour dire des mineurs étrangers clandestins, il y a eu à peu près 20 000 ordonnances de placement par le parquet l'année dernière auprès de l'ASE, de la protection de l'enfance, gérée par les départements. J'avais d'ailleurs une réunion ce matin avec le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur pour évoquer la situation de pression que connaît le département des Alpes-Maritimes. Donc, on est dans une situation où jamais les chiffres de l'immigration n'ont été aussi élevés. On franchit partout des records sur l'asile, sur le regroupement familial, sur l'immigration universitaire. On a entendu votre proposition, vous, c'est de redonner à la France une forme de souveraineté juridique pour des voilà, c'est un cadre. Mais ensuite, vous parliez d'idées inédites, jamais tentées. Alors, on serait curieux de savoir quelles sont ces idées inédites. C'est justement cela, parce que on veut limiter. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau ? On veut limiter le regroupement familial, par exemple. Ce que l'on propose, c'est choisir et définir le nombre de ceux que l'on accueille. Aujourd'hui, on subit. Donc c'est une politique de quotas ? Aujourd'hui, c'est le guichet open bar. On arrive. Si demain, il y a 400 000 demandes de regroupement familial, elles seront satisfaites. Eh bien, nous disons non. Il y aura la primauté des quotas. D'accord. Il y aura la primauté des quotas pour dire, mais les quotas, c'est un terme qui peut revêtir différentes acceptions, c'est pour dire, on définit chaque année, le Parlement définit chaque année, ce nombre, il s'impose à tout le monde. Et alors sur le volet justement expulsion, c'est le volet le plus compliqué, parce que choisir qui on veut faire entrer, c'est quasiment ce qui est le plus facile, si on peut parler comme ça. Mais c'est essentiel, parce qu'aujourd'hui, on ne renvoie quasiment plus personne. Donc si on ne limite pas, et on doit le faire aux frontières extérieures de l'Europe. Je prends un autre exemple sur l'asile. Aujourd'hui, l'asile est totalement dévoyé. Nous disons et nous dirons, les demandes d'asile, elles se font à l'extérieur de la France, à la frontière, ou auprès des consulats. La plupart des demandes d'asile, c'est des gens qui arrivent illégalement sur le territoire français et ensuite qui déposent une demande d'asile en France. Ça, nous l'interdirons. Mais comment ils feront pour ne pas franchir le territoire français ? Nous l'interdirons, parce que quelqu'un qui rentrera illégalement sur le territoire, qui n'aura pas fait sa demande préalablement dans les consulats ou à la frontière, eh bien, il sera présumé comme fraudeur et il ne pourra pas demander l'asile. Est-ce que les Républicains sont tous alignés sur cette question de l'immigration ? Aurélien Pradié, par exemple, qui est toujours membre des Républicains, souhaite un référendum d'initiative partagée sur cette question. Vous dites oui ou vous dites non ? En l'état de notre droit, ce référendum n'est pas constitutionnel. Donc vous dites non. C'est pour ça que nous proposons, nous, alors c'est un peu technique, on va dire, mais finalement, ce que nous souhaitons, et pour le coup on converge, c'est que les Français soient consultés pour lever les barrières, les obstacles, mais en la matière il faut être sérieux. Le référendum d'initiative populaire, d'ailleurs il a été sanctionné par 2 fois par le Conseil constitutionnel. Ça marche pas. Il ne peut pas marcher en matière. C'est une mauvaise idée. Il peut pas marcher en matière d'immigration. C'est pas que c'est une mauvaise idée. C'est une idée qui ne peut pas être appliquée. Donc quand on peut pas appliquer des idées, voilà. J'invite Aurélien Pradié à travailler avec nous pour travailler sur des sujets. Bruno Retailleau était mon invité ce matin. Il disait mais qu'Éric Ciotti vire Aurélien Pradié. Qu'est-ce que vous lui répondez ? J'ai entendu son message. Vous avez la main qui tremble ? Je crois pas avoir la main qui tremble. On m'a souvent reproché le contraire. Aurélien Pradié, je ne vais pas faire un débat avec lui parce que ça ne le nécessite pas. Il ne fait plus partie de l'équipe dirigeante des LR et j'ai pas eu la main qui a tremblé, je crois. Il ne fait plus partie du comité stratégique des Républicains. Il est militant, parlementaire des Républicains, et chacun, a droit à une liberté de parole. On n'est pas une caserne, mais j'entends non plus que ça soit pas un cirque permanent. Laurent Wauquiez a pris la parole cette semaine. Il est sorti d'un silence, un long silence. C'est une bonne chose. Il était temps qu'il reprenne la parole, sinon tout le monde allait l'oublier. Éric Ciotti. Non, je crois que personne n'allait l'oublier, mais dans un moment de tension importante que connaît notre pays, que subissent les Français, dans un moment de doute, d'inquiétude sur l'avenir de notre nation, son message fort, puissant, profond, le diagnostic qu'il a posé sur notre société montre, comme je le dis et comme je le crois avec force, que sa voix sera importante pour redresser le pays. Louis Dragnel ? Il est toujours votre candidat préféré pour 2027, Laurent Wauquiez ? Je ne suis pas homme à changer d'avis, vous savez, vous me connaissez depuis longtemps. Laurent Wauquiez, oui, je le dis, je le crois,
est celui qui dispose des meilleures qualités pour nous mener à la victoire. Je me souviens, au moment de votre élection à la tête du parti, vous aviez été élu notamment avec cet argument, il ne faut surtout pas qu'il y ait de primaire à droite, parce que c'est la machine à perdre, et ça a fait perdre la droite à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je le pense toujours, naturellement. Justement, le débat revient, puisque David Lisnard a dit, pourquoi pas un processus de sélection. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y aura... Moi, j'ai dit que je ne voulais pas de primaire. Parce que les primaires, c'est la machine à la division, c'est les écuries. D'ailleurs, c'est un lien avec le sujet précédent, parce qu'on est un peu là-dedans aussi, avec votre question précédente. Il y a des ambitions, et tout le monde, pour installer ses ambitions, joue dans la distinction. Et la distinction, elle est source de division. Aujourd'hui, on a besoin d'unité. Donc, nous prendrons le moment venu. Alors, on a eu le débat sur les retraites, on a un pays en tension. On choisira l'heure la plus pertinente pour poser cette question aux militants des Républicains. C'est eux qui décideront. Donc la question est encore ouverte. C'est-à-dire que, par exemple, au Conseil national qui a lieu en juin, vous n'allez pas soumettre cette question aux membres du Conseil national de la primaire ou pas de primaire ? Elle relève du Congrès. Donc ça sera une réforme de nos statuts. Elle viendra en son temps, mais j'ai la même analyse et la même conviction. Est-ce que les Républicains seront en mesure de présenter un candidat qui puisse affronter Marine Le Pen en 2027 ? Est-ce qu'elle n'est pas celle qui sort la grande gagnante de cette séquence compliquée des retraites, Éric Ciotti ? Jordan Bardella est notre invité juste après, il vous écoute. Quelle question ? Bien sûr qu'il y aura un candidat républicain. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons éviter le débat entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et je ne pense pas que les Français aient envie de ce débat. Alors aujourd'hui, ils expriment des sentiments de colère, dont peut-être Mme Le Pen bénéficie dans les sondages, mais le moment venu, dans le choix, il y aura un choix de responsabilité pour l'avenir de notre nation, une nation qui sombre. Laurent Wauquiez parlait de décadence, et il a raison. Il y a un déclin de plus en plus manifeste. On a nos services publics qui s'effondrent. Qui est dû au président Macron, cet effondrement ? Il y a participé. Il est dans cette continuité. En tout cas, il n'a pas amélioré la situation. Et même sur certains sujets, en matière d'immigration, en matière de sécurité, la situation, elle s'est considérablement dégradée. En matière de finances publiques aussi, nous devons le dire. Donc, il y aura une espérance à porter. Merci beaucoup, Éric Ciotti, d'être revenu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Une petite pause. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, vous répond dans un instant. À tout de suite.